Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. C'est la suite de l'émission de la semaine dernière où on parlait des 42 ans de vie politique du député, ex-député d'Abitibi-Ouest, M. François Gendron. Et également, nous présentions son livre François, 42 ans de passion, François Gendron, excusez, 42 ans de passion pour le Québec et sa région, que je vous invite à lire. Ce n'est pas de la propagande, mais pas du tout, du tout, du tout. Je vous invite à lire parce que 42 ans de vie politique, croyez-moi, résumé dans un livre comme ça dit vraiment tout. Fait que vous pensez connaître le député ou l'ex-député François Gendron, vous allez en apprendre vraiment des bonnes, parce que moi, je pensais le connaître avec 87-86 émissions qu'on a faites ensemble. Puis mon Dieu, je me suis aperçu que je ne le connaissais pas à 100% et loin de là. Alors, M. Gendron, on continue cette émission-là. Merci d'avoir accepté cette invitation-là également. Puis, je l'ai dit, c'est un livre qui passionne, puis il est tellement bien écrit par Samuel Larochelle. Monsieur Gendron, on va continuer dans votre carrière politique. La semaine passée, on avait parlé de beaucoup de choses. Maintenant, on va y aller avec une date et une année. Je pense qu'il me voit venir de suite, là. 15 novembre 1976, une date qui a vraiment changé votre vie. Ben, tout à fait. Elle a complètement changé ma vie parce que moi, j'étais prof à Paulino. J'aimais enseigner aux jeunes et lorsque j'ai pris la décision d'aller en politique le 15 novembre, c'est-à-dire pour l'élection du 15 novembre 1976, j'étais certain que le 17 au matin, le 16, pardon, parce que le lendemain, le 15, c'est toujours un lundi. Une élection, c'est un lundi. Oui, c'est ça. Le lendemain, moi, je rentrais à Paulino, puis j'étais prof comme avant, parce que je ne croyais pas pouvoir gagner l'électorat la première fois. Donc, c'est sûr que ça a changé ma vie, parce que j'y vais pour accompagner le parti puis permettre de progresser dans l'ascension de notre formation politique, y compris en Abitibi-Témiscamingue. Ça ne s'est pas passé de même. J'ai été élu et ça a duré depuis. Donc, c'est sûr que ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie de famille, ça a changé ma vie de couple, ça a changé ma vie parce que dorénavant, quand tu es député, sachant qui j'étais, c'est de l'engagement, de la présence, de l'accompagnement continu toutes les semaines et beaucoup de voyagements, beaucoup de pression et ainsi de suite. Et j'en ai parlé dans mon livre. Lisez mon livre, vous allez comprendre. En allant étudier à Berthierville, vous espériez rentrer chez les frères. Oui. Quand vous êtes... quand vous avez su les 3 vœux à prononcer, il y en avait un qui vous dérangeait un peu. Je vais vous nommer les 3 vœux, mais je vous laisse dire lequel qui vous dérange. Oui. Pauvreté, ça n'a pas été celui-là. Obéissance, ça n'a pas été celui-là. Il en reste un. Chasteté. Lui, là, il vous dérangeait un peu, mais M. Gendron, soyez à l'aise. Oh, je suis bien honnête. C'est sûr qu'il me dérangeait un peu, mais regardez, là, encore là, lorsqu'on fait des commentaires sur ces questions-là, il faut mettre ça dans le contexte. À l'époque, le contexte, quand tu veux entrer en vocation, tu as un directeur de conscience. On appelle ça de même. Oui, oui. Et on est censé d'être un être terrestre avec un corps et une âme. Et là, je ne ferai pas de philosophie et de religiosité, mais j'avais quelqu'un qui m'accompagnait dans la dimension spirituelle de l'être humain. Et lui-même qui m'accompagnait prétendait que c'était pas sûr que ça que j'avais la vocation. Donc, c'est en échangeant, puis en discutant. Mais oui, j'ai eu la franchise de dire que cet aspect-là me questionnait un peu. Mais il faut être franc, là. On ne sait pas trop ce que c'est. À Berthierville, on est dans un juvénat. Un juvénat, on ne va pas danser. On est jeunes aussi. On est jeunes, on ne va pas danser tous les fins de semaine. On ne sort pas. Les belles petites filles en mini-jupe, ça n'existe pas. Puis ainsi de suite, ainsi de suite. Et on ne sait pas trop le futur, parce qu'il faut arrêter de penser que c'est criminel de parler d'une condition de la vie humaine. La sexualité, ça fait partie de l'être humain. Oui, peu importe. Puis je ne parle pas des organisations sexuelles, là. Je parle de la sexualité. Bon. Mais là, c'est beaucoup plusieurs éléments de contexte, parce que j'aurais pu également vous dire, toi, la pauvreté, on était assez pauvres, nous autres. Est-ce que ça a marqué ma vie? Non, parce qu'on mangeait 3 fois par jour.
Mais est-ce que j'ai été élevé dans une famille riche? Non. À 7 enfants, puis perdre son père jeune, Ouais, c'est ça, puis on va en venir. débrouille-toi, on va en C'est ça, parler. oui. Ça aurait pu être dire, bon, ben, regarde, cet aspect-là me fait peur. Mais non, parce que quand tu rentres chez les frères, c'est la communauté qui te fait vivre, pour Oui. vrai. Oui, exactement. Quand tu rentres chez les prêtres, c'est le clergé qui te fait vivre. Voilà. Est-ce qu'il vit gras, mou, moyen? C'est pas ça que je dis. Mais voilà, cassé. Monsieur Gendron, on va aller dans une date et une année triste. Le 23 décembre 1961, c'est une date qui restera gravée à tout jamais dans votre mémoire. Racontez-nous. Bon, rapidement, mon père devait venir me chercher pour la première fois à la ferme parce que l'autobus de Berthier arrivait à la ferme avec tous les étudiants concernés. Et là, il y avait la répartition des effectifs. Rouen, Amos, Val-d'Or, La Salle, les paroisses. Papa, pour la première fois, devait venir me chercher. J'attends, puis il n'y a pas de papa qui se présente. Et là, je vois arriver Armand Bureau, qui était le cousin propre d'Odilon Gendron, qui lui avait une auto, puis il baisse sa vitre, puis il dit, c'est moi qui viens te chercher. Comment ça? Ben, il dit, t'es pas au courant. De quoi? Ton père a eu un accident il y a 2 jours, puis c'est plus grave qu'on pense. Il est encore à l'hôpital. Donc, j'apprends ça, là. Et moi, là, pour couper court, je l'ai revu dans sa tombe. Alors, moi, je l'avais vu quand je suis parti à fin d'août, début de septembre, pour aller à Berthierville, mais je l'ai vu pour la première fois qu'il a suivi ça, dans sa tombe. Ça dérange. Pour un adolescent, là, Vous aviez quel âge à ce moment-là? 14-15 ans. On parle d'une drôle de rencontre avec celle qui allait devenir votre épouse et la mère de vos enfants. Expliquez-nous. Bon, ça, c'est plus drôle, au moins. Ben, c'est parce que moi, la première année d'enseignement, j'enseigne au collège Saint-André en 66. J'ai 40 quelques élèves. C'est beaucoup trop. Je suis obligé d'enseigner la porte ouverte pour avoir une rangée de pupitres dans la salle de jeu du gymnase, le petit gymnase de la Saint-André. Ça va affecter le jugement qu'on va porter sur mon enseignement. Et j'enseigne une 10e année générale. Je ne qualifierai pas les sujets les concernés, mais il y avait une couple de jeunes là-dedans là, qui étaient assez difficiles sur le plan de la discipline. Puis l'école, là, ça lui disait pas grand-chose. Alors, moi, à un moment donné, je fais une crise, là, puis je dis à le directeur, Paul Aymon, parce que c'était Paul Aymon qui était le directeur de Saint-André, je disais, là, je t'avertis, là. Moi, je ne recommence pas après fête, à marcher de même, là. Je vais faire la grève, je ne sais pas ce que je vais faire, mais ça n'a pas d'allure ce que vous m'obligez. Enseigner dans un corridor, puis enseigner à porte ouverte, ça ne sera pas bon pour l'appréciation que vous allez faire de mon enseignement. Et pas bon pour Il les me élèves. dit, non oui, plus. mais qu'est-ce que tu veux, on ne peut pas contrôler tout ça, c'est pas de notre faute, puis c'est l'an prochain qui va, la Paulino va ouvrir. Pensez-vous que je ne sais pas, mais êtes-vous au courant qu'à l'Académie, là, il y a une 10e année générale de filles, puis ils sont 14 ou 15. On a envoyé une dizaine des miens, parce que l'an prochain, là, ça va être gars et filles, fait qu'il n'y a pas de problème. Si c'est bon l'an prochain, on pourrait devancer et faire l'expérience pilote. Alors, pour couper court, on fait ça. Ça a pris du temps. Qui vous pensez que j'ai envoyé mes pires sujets? Par contre, je sais pas qui va y recevoir. Je ne connais pas l'institutrice qui va recevoir. Vous l'avez connu après. Ouais, je sais qu'il y en a une qui va recevoir. OK. Et là, il y a une réunion de profs à l'hôtel La Salle, me rappelle comme fou. Puis là, moi, j'entends, je voudrais bien connaître le pas brillant qui m'a envoyé ses dire pire moineau, puis ainsi de suite. Alors moi, j'entends ça, je sais que c'est moi. J'avise. Fait que moi, j'attends que la réunion soit finie, puis là, je me lève, puis je vais me présenter à sa table. Parce qu'elle était à sa table avec un groupe de profs féminins. Puis moi, j'étais à ma table avec un groupe de profs masculins. Parce que c'est comme ça, Saint-André, puis l'Académie, c'est pas pareil. Après le party, puis la réunion, là, on pourrait mixer un peu plus. Fait que je vais la voir, puis j'ai dit ça. Puis j'ai dit, c'est moi. Là, le ton baisse un peu, puis on a rallongé un petit peu la soirée, puis pour pas être trop long, c'est devenu ma conjointe. Belle rencontre. Qui dure encore aujourd'hui. Oh, oui. Qui dure encore aujourd'hui. À un certain endroit dans votre livre, vous mentionnez que l'indépendance du Québec ne se fera pas de votre vivant, mais se fera un jour, 1, 2 ou 3 décennies. C'est encore votre opinion? Ah oui, ça va se faire un jour, pour une raison très simple, M. Lacasse. Ça va se faire un jour parce que le Québec est fondamentalement différent. Même le vieux Diefenbaker, c'est pas jeune, ça. Non. Le vieux Diefenbaker, il disait, puis là, je ne le ferai pas en anglais, parce que je pourrais le faire en anglais, mais lui, il va le faire en anglais. Il disait, it's very important to say Canada two nations. Canada two nations. Hein? Il Lui, disait ça. qu'il y avait 2 Ben nations. oui.
Lui, il dit ça, mais oui. Oui, je le sais qu'il y a deux nations. Moi, je le sais, je le pense. Il y a le Rock, le Rest of Canada, puis il y a le Québec. Oui. Et le Rock, c'est pas parce qu'il est méchant, puis il est pas fin, puis tout ça. Il est différent. Donc, c'est pas un mal de vente. La réalité que le Québec s'assume pleinement, c'est une réalité qui va perdurer. Je ne sais pas à quel moment les Québécois vont dire c'est assez, là, de ne pas contrôler notre budget à 100 de ne pas décider nous-mêmes si on vaccine ou on vaccine pas. Et ainsi de suite. Quand on est une nation, tu veux siéger au concert des nations. Et je conclurai là-dessus, je connais aucun pays qui a eu son siège au concert des nations, puis 5-6 ans après, ils ont défait ça, on a fait une erreur. Aucun pays a défait son appartenance au concert des nations après avoir pris la décision de s'assumer pleinement. M. Gendron, un geste qui vous a déplu, celui de Catherine Fournier, qui a été élue sous la bannière péquiste le 1er octobre 2018. Et on en avait parlé en 2018 également, assis à cette table. Et elle va siéger comme souverainiste indépendante. Quelques mois plus tard, je vous avais reçu ici, puis vous étiez encore, pas fâché, mais vous étiez un peu abasourdi de ça. Est-ce que c'était un geste qui vous a vraiment déplu? Bien sûr. Elle venait d'être élue. C'est pas ça. Tu peux pas te faire élire avec un dossard. Un dossard, normalement, il y a le numéro, puis il y a l'identification. C'est ça, un dossard. Tu te fais élire avec un dossard, puis là, pour des motifs qui peuvent être valables. Je ne porte pas de jugement sur ces motifs pour plus vouloir porter le dossard avec lequel elle s'est fait élire. Puis là, elle dit, moi, je siège comme indépendant. Bien, si tu veux siéger comme indépendant, aie le courage de demander au peuple s'il donne le mandat de le faire. Voilà, parce qu'elle avait été élue sous la oui. bannière péquiste. Ben oui. Alors, ça, là, on ne peut pas jouer avec la démocratie. Moi, c'est sûr qu'il y a des gens qui votaient François Gendron puis ils se foutaient du parti. Je m'en fous. Mais moi, ma formation politique, puis mon appartenance au parti politique, c'était le Parti québécois. Mon équipe qui a travaillé avec François Gendron, parce qu'on ne se fait jamais élire tout seul. Jamais, jamais. Pour le vrai, on ne peut pas être seul pour se faire élire. Il faut que tu aies une équipe, il faut que tu aies des gens qui collaborent, puis il y a des gens qui travaillent pour toi et qui influencent l'électorat. S'il y a tant de monde qui disent aide-nous à le mettre dans le siège du représentant de la circonscription. Si le peuple le fait, il faut que tu respectes ça. Est-ce que j'empêcherais quiconque de démissionner pour des motifs qui le regardent? Non! Mais qui repasse par la sanction populaire. Exactement. Demande à ton peuple s'il te veut dans l'autre siège. M. Gendron, vous êtes nommé président de l'Assemblée nationale suite au départ de Michel Bissonnette. Et ça a déplu à M. Charest. Vous en parlez dans ça. Expliquez-nous. Ben, c'est parce que M. Charest, il prétend qu'il n'avait pas eu l'information que le règlement de l'Assemblée nationale avait changé. Alors, c'est gros comme dire comment ça se fait que ce rideau vert-là est rouge. Il y avait, là, mais c'est à peu près de même. S'il ne l'a pas fait, c'est pas mon problème. Si Dupuis, qui était son leader, n'a pas informé le premier ministre, parce que M. Jacques Dupuis, comme leader, là, il était sur le même comité que François Gendron. Un comité élargi pour modifier le règlement de l'Assemblée nationale. Puis dire, dorénavant, le président d'un parti politique et du gouvernement ne pourra pas arriver en chambre et dire, messieurs les parlementaires, je vous propose la nomination de M. Michel Bissonnette comme président de l'Assemblée. Il ne peut plus faire ça. Parce que le règlement disait, ça doit passer par le secrétaire général pour donner un caractère de neutralité à l'élection du président. Et seuls celles et ceux qui ont rempli le bulletin du secrétaire général, qui ont appliqué sur le poste de président de l'Assemblée nationale, et là, il y a une élection s'il n'a plus qu'un. François Gendron, il a fait ça à 100% comme c'était prescrit dans le nouveau règlement par le secrétaire général. Lisez ce que M. Chrétien, M. Charest a eu le cuneau de dire. Magouille, tricherie, il n'y a pas de mot qui n'a pas sorti. Oui. Moi, j'ai tombé en bonne majeur et j'ai suivi intégralement. Dernier point, Yvon Vallière était un copain. Alors, je l'ai rencontré 3 fois la fin de semaine qui précède l'élection du président. J'ai dit, Yvon, parle à ton leader, tu ne passeras pas. Moi, j'ai la DQ, puis ma gang, puis vous êtes minoritaire. Alors, comment tu vas faire pour être élu président?
Ah, mais il y en a 5-6 qui m'ont dit qu'ils voteraient pour moi. C'était faux, comme je vois vos lunettes. Je peux pas dire je les vois pas, puis tu n'as pas, je les vois. Alors, c'est là, je suis venu hors de moi-même, assez, puis je conclus. Je suis allé le voir, puis il faut que je vous parle. Fait qu'il dit pourquoi? Je veux vous voir. Donnez-moi 5 minutes, pas plus. 2 jours après, il me donne mon 5 minutes. J'ai dit, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi mean, aussi cheap que vous. Il dit, appelle-moi Jean. Non, je peux pas faire ça. Je parle au premier ministre. Alors moi, j'ai trouvé ça renversant l'attitude qu'il a eue. Je l'ai dénoncé. Et moi, je suis un type vert. Je dis ce que je pense. Je l'ai écrit. Parce que c'est une des plus grandes déceptions. Et pire que ça, il a fait un caucus spécial. Puis là, il a dit au caucus, je ne veux pas en voir un cette semaine. Si vous rencontrez Gendron, président national, dans le corridor, lui dire bonjour. Ah. Alors, plus de chipette que ça, cherchez-en. Le 8 mai 1984, une date qui vous a marqué, on parle du caporal Lortie. Oui. 3 morts, 13 blessés. Oui. Ça a été une journée sombre. Ah oui, c'est parce que j'étais le seul ministre du côté du bunker qui m'a permis de voir toute l'agitation que ça a créée avant que ça arrive. Parce que lui, là, il est convaincu qu'il faut qu'il attende que la séance débute, puis il s'est trompé d'heure. C'est ça, exactement. Sans ça, il y avait un massacre. C'est ça. Ben, il y avait un massacre. Alors, moi, j'étais témoin de ça. Les ambulances, ils rentraient par la porte du EP. Je ne vais pas plus loin parce que tout ça a été raconté de 1000 façons. Oh, oui, c'est ça. Exactement. Donc, est-ce que moi, ça m'a marqué? Et est-ce que j'ai eu de la misère à me sortir de ça? Parce que moi, il avait tiré dans l'horloge. Et mon pupitre avait 2 trous de balle à mon bureau de l'Assemblée nationale. Donc là, quand tu es assis là, puis tu te dis, est-ce que ça pourrait arriver encore une autre folie comme ça? Ben oui, parce que du monde là, qui ont des problèmes, bon, ça peut arriver n'importe quand, ça fait partie de la société. Donc, une chance qui s'est tombée d'heure pour éviter le massacre. Mais il y a eu quand même 3 ou 4 décès. 3 morts et 13 3 blessés. morts et 13 blessés. Fait que c'est quand même pas une petite affaire. Une visite émouvante, celle au Vatican en 2013, élection du pape. Ça aurait pu être Monseigneur Ouellet, le cardinal Ouellet. Un homme de chez nous. Un homme de chez nous. Puis plus que ça, pour moi, un confrère, parce que je les connais comme normal. Sa famille au complet est amie de François Gendron, de Gilles Gendron, mon frère que j'admire, puis tout ça, de Gracia Ouellet, de Papa Ouellet, de Paul Ouellet. Je pourrais tout les nommer, là. Et Lise Benoît était mariée à Paul Ouellet, puis était mon attaché politique. Alors, est-ce qu'il y avait un attachement très fort? Oui. Je suis allé là comme représentant du gouvernement du Québec, comme vice-premier ministre. Oui. J'étais vice-premier ministre. Donc, à la demande de Mme Marois, compte tenu de toutes ces affinités-là, elle trouvait que la personne... Vous étiez l'homme idéal pour y aller. C'est ça. Je suis allé. Durant toutes ces années, ces 42 ans, ce ne fut pas toujours facile, la vie de couple. Comment on y arrive? J'ai eu une conjointe très généreuse. J'ai eu une conjointe qui a assumé la responsabilité de s'occuper davantage des enfants. J'ai eu une conjointe qui a accepté, dans les 25 premières années, de me donner un bon coup de pouce en m'accompagnant pour avoir des moments dans la fonction que j'exerçais, qu'elle m'accompagne et qu'elle constate comment c'est exigeant, puis comment c'était accaparant. Parce que plus une conjointe constate les caractéristiques et les spécificités de la fonction, bien, plus la compréhension est meilleure. Voilà. Parce qu'elle sent, elle voit ce qu'elle a fait. Elle est là sur place. Homme toujours calme, posé, souriant. Vous avez dû être suivi parce que vous faisiez des crises de panique. Qui aurait pensé ça? À vous voir, là. Jamais on n'aurait pensé ça. Oui, mais là, l'intérieur d'une personne qui est toujours au service des autres, les autres, c'est difficile de déceler des carences qui se développent par le non-respect du moi affectif. Puis tout le monde sait c'est quoi le moi affectif. De temps en temps, un être humain, il doit écouter son être affectif. On a tout un être affectif. On a tous nos petits caprices et tu ne peux pas constamment taper sur l'être affectif. Ferme-toi. À un moment donné, c'est révolte. Et il y a eu une révolte de corps, parce que c'est ça. La maladie du trouble de panique, c'est une révolte de corps. Mais dû à des problèmes réels que j'ai vécus de pression indue
et de manque de saine planification. Moi, je me rappelle, là, dans le choix des régions, là, une certaine fin de semaine, pas une certaine fin de semaine, mais une certaine période, là, je pense que j'ai été presque 25 à 30 fins de semaine, déjeuner en travaillant, dîner en travaillant, souper en travaillant, pas de fin de semaine, pas d'arrêt. On fait le tour du Québec 3 fois pour bien expliquer ma politique. Et là, il y a eu une absence de saine gestion. N'importe qui aurait craqué. Et j'ai craqué. Et vous en parlez aussi dans votre livre. Ah, sans aucune gêne, parce qu'il n'y a pas de gêne là-dessus. Là. Absolument pas. C'est que vous mettez les points sur les i et les barres sur les t. Oui, mais je suis un être humain. Et c'est ce que j'aime de votre livre, M. Gendron, c'est que c'est écrit en toute conscience. Oui. Puis c'est vous. Il y a de l'humanité. Exactement. La phrase que vous devriez retenir si vous en parlez, c'est que les gens m'ont dit par courriel, des centaines et des centaines, pour dire des milliers, ce qu'on aimait le plus de ton maudit livre, puis ils n'ont pas dit maudit, c'est moi qui le dis, c'est qu'on dirait que c'est toi qui nous racontes ton livre. Parce que tantôt, vous avez dit, bien écrit par François La Rochelle, vous avez, pas François, voyons, Samuel. Vous avez raison. Mais il n'y a pas une ligne là-dedans que François Gendron n'a pas dit. Tout ce que dans le livre, je l'ai dit. Voilà. Donc, moi, c'est comme si je lisais à mes électeurs le livre que j'ai raconté à Samuel, puis Samuel, par sa bonne connaissance du français grammatical bien écrit, de l'orthographe, et l'habitude de faire la différence entre le langage parlé et le langage écrit, il a bien fait ça. Donc, le produit final du livre, je l'aime. Il est bien fait. Oui, il est très bien fait. Vous vous êtes battu pour l'UQAT et en 2019, on vous décerne un doctorat honoris causa. Ça, c'est une autre fierté. Ah, ça, c'est une des plus grandes de ma carrière parce que, d'abord, est-ce qu'il y a quelques hommes politiques et femmes politiques qui se sont distingués par les pierres qu'ils ont posées dans l'édification de la société québécoise qui leur a valu cette reconnaissance? La réponse, c'est oui. Est-ce que j'attendais après ça pour prendre ma retraite? Mais non, ça n'a aucun lien. Mais est-ce que ça l'a caractérisé une implication beaucoup plus forte que bien des gens ne savent pas pour mon université? Moi, j'ai été agent de liaison pour l'université. J'ai été sur le conseil d'administration de l'Assemblée des gouverneurs. J'ai fait mon baccalauréat en administration à temps partiel pendant 6 ans à l'université tout en enseignant. Et j'ai siégé sur des comités de mon université avec énormément de plaisir et de satisfaction parce que elle est dynamique, accueillante, présente et elle est devenue dans ma carrière un saut de crédibilité pour les dossiers que je portais. Quand je pouvais dire j'ai l'appui de mon université, pour moi, ça a toujours un déblocage. Ça permettait d'aller plus vite dans ma chip. Donc, c'est une très grande fierté. Et ça continue. Je suis sur le conseil d'administration de la Fondation. Je vais occuper un poste majeur qui va être annoncé dans pas grand temps comme quelqu'un qui va aider à une vaste campagne de souscription à la Fondation. Une campagne de très haut niveau, avec une personnalité de très haut niveau qui va être président national. Et on avait une rencontre hier soir, puis j'ai un conseil d'administration demain. Mais on parle toujours je suis fier de mon UQAT. Oui. Puis je suis fier. On est chanceux, M. Lacaze, d'avoir une université de ce calibre-là pour notre région. Ça nous aide et toutes les régions souhaiteraient avoir une université de notre genre. J'en suis persuadé. M. Gendron, je vais vous nommer quelques noms. Puis j'aimerais en un ou deux mots, ça va être difficile, en un ou deux mots, de me dire ce que cette personne-là représente pour vous. OK? René Lévesque. Humaniste extraordinaire, grand pédagogue. Jacques Parizeau. Homme d'État avec une connaissance extraordinaire de ce que c'est de gérer l'État. Bernard Landry. Un homme passionné de l'option. Le pays avant le parti. Un autodidacte du savoir. Lucien Bouchard. Un grand humaniste, un lecteur extraordinaire et un être attachant parce que c'est un passionné, 2-3 heures de dormir, puis le reste du temps, il lit. Alors, très, très cultivé. Martine Ouellette. Brillante, travaillante, mais exécrable sur les attitudes. Pauline Marois.
une très, très grande dame et rien de ce qu'on a dit qu'elle était. Tout autre que ce qu'on a dit qu'elle était. Jean Charest. Jean Charest, un campaigner important, mais... puis le mec, il est correct. Charest, c'est un batailleur, puis il avait réussi à avoir son caucus dans sa main, puis son conseil des ministres. Par contre, tout est bon dans le poulet, dans le sens que les principes, là, on repasse ça. Et un dernier, Robert Bourassa. Un nationaliste économique intelligent. Un nationaliste économique intelligent, tout en étant fédéraliste, puis il a le droit. Politique de souveraineté alimentaire, c'était un de vos dossiers qui vous tenait le plus à cœur? Oui. Oui, regardez, on parle de quoi depuis 3 ans? On parle du panier vert, on parle de diversification des produits agricoles, on parle de plus d'autonomie alimentaire. On parle 100% de l'ensemble des paramètres qui ont permis de construire la politique de souveraineté alimentaire et on la copie. Mais on la copie paresseusement. Je donne juste un exemple. Je pense que M. Legault, ça doit faire 15 fois qu'il dit qu'il faut faire plus de culture en serre. Qu'il arrête de le dire, puis qu'il le fasse. Pour qu'on prenne nos aliments chez nous. Ben oui, qu'il arrête de le dire, qu'on en fasse. Moi, j'ai réclamé depuis des années un tarif préférentiel comme les multinationales qui dépensent énormément de l'énergie propre qui s'appelle l'hydroélectricité. Il y a un tarif L qu'on appelle. Puis le tarif L, c'est une réduction de tarif. Qu'est-ce qu'il attend pour le faire pour la culture en serre, les produits maraîchers, puis le mûrissement, pour avoir en permanence des produits locaux dans l'Outaouais. Une dernière question, M. Gendron. Le premier référendum, on parle du 20 mai 80, question trop longue et pas claire? Ah, question trop longue et pas claire, mais je ne sais pas tellement la question. C'est le niveau de préparation qui n'était pas au niveau de l'adhésion populaire. Donc, il est arrivé rien d'autre que ce que... Pas parce que je l'avais prédit, voyez là. Je ne suis pas un devin, mais moi, j'avais dit, là, si on fait 40-60, là, on va être chanceux. C'est exactement ce qui est arrivé. Et ça, moi, je n'ai pas tombé dans la chaise. Le 20 mai 80, là, j'aurais aimé ça qu'on le gagne, mais je t'assure qu'on ne peut pas le gagner. Tout le monde avait un peu prévu 40-60. Ben oui, et c'est ce qui est arrivé. Ben oui. On ne parlera pas de l'autre. Non. Ça ne vaut pas la peine. Excusez. Ben, ça vaudrait la peine. Ben, ça vaudrait la peine, mais ça a été tellement dans le contexte écrit. actuel. Oui, ça a été tellement écrit. Monsieur Gendron, merci infiniment. Alors, pour tout le monde, ici, François Gendron, 42 ans de passion pour le Québec et ses régions. Je vous invite à le lire. Résumé, 42 ans de vie politique en 57 minutes. C'était le temps octroyé pour nos 2 émissions. Ça tient du miracle, croyez-le ou non, j'ai passé toutes mes questions. Alors, je vous invite à lire encore une fois ce livre-là. Et puis, M. Gendron, merci infiniment. Merci pour tout. On n'élaborera pas chaque chose. Merci pour l'ensemble de votre carrière. Merci de vous être présenté ici 80 quelques fois, 87 fois. Ce fut toujours un plaisir de vous recevoir. Puis, j'ai toujours admiré et je continuerai à admirer François Gendron et sa franchise surtout. Longue vie à vous et santé. Merci beaucoup, M. Lacasse. Moi, j'ai apprécié aussi, mais j'ai surtout apprécié le comportement de mon électorat qui a toujours manifesté son affection pour la façon dont vous m'avez aidé à faire de la politique correctement. Merci. Merci, M. Gendron. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.